Dans les facultés, les cours sont perturbés. Les étudiants se plaignent des coupures intempestives d'électricité. Pour protester contre les attaques, les radios ont cessé d'émettre ce mercredi à Gao. Des hommes de médias ont été victimes d'une attaque sur l'axe Gao-Ansongo. En Russie, le gouvernement contre-attaque la Cour pénale internationale. Sans dire la raison, le pays lance un mandat de recherche contre un juge. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La coupure générale à Bamako et dans plusieurs régions du Mali affecte les populations. Plusieurs secteurs sont affectés, notamment celui de l'éducation. Afin de nous imprégner des conditions, Assetoumani Coulibaly a fait un tour dans quelques espaces universitaires publics. Reportage. Dans la capitale malienne, le délestage pénalise plusieurs secteurs, l'éducation notamment. Nous sommes à la FAST, la faculté des sciences et techniques de Bamako. Il est 9h et, fait rare, les salles sont éclairées. Il assure que le délestage apporte beaucoup de désagréments, entraînant suspension des cours et programmes en retard. Imaginez-vous, un grand amphi de plus de 500 étudiants. Est-ce que la voix d'un ancien peut résonner jusqu'à ce que tout le monde puisse comprendre ce qu'il dit? Aussi, les ventilations ne marchent pas, les clim ne marchent pas, c'est la sueur. Même si l'ancien se force à crier, pour écrire, il faut que l'étudiant voit au moins les lignes de ses feuilles. C'est l'obscurité. C'est pour dire vraiment que le délestage est vraiment un frein, en train de mettre un frein au déroulement normal de nos cours, aussi bien théoriques, donc magistraux, que pratiques. Dans le campus, d'abord, ils sont dans l'obscurité, nuit et jour. Or, ils sont appelés à apprendre leurs leçons. Dans l'obscurité, quelles leçons apprendre? Ils ne peuvent pas se préparer du jour au jour pour les cours. Ici, les cours sont dispensés de 7h à 20h. Lorsque la nuit tombe et que débutent les coupures, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de véritables plombées. Le groupe électrogène ne dure pas plus d'une heure. La faculté ne dispose pas de panneaux solaires non plus. Nous avons un groupe électrogène dans la cour, mais ce groupe électrogène, c'est 72-75 litres à l'heure. 72 à 75 litres à l'heure. Où allons-nous trouver de l'argent pour acheter ce carburant? Un mécontentement que partagent les enseignants qui se retrouvent souvent à enseigner sans micro, sans lumière, sans projecteur à plus de 500 étudiants. Le professeur Diarra était tout heureux de dispenser son cours sans coupure d'électricité ce matin. Il regrette tout de même cette situation puisque lorsqu'intervient la coupure, il est souvent obligé de suspendre ses cours. Il y a beaucoup de conséquences. Par exemple, dans la salle dans laquelle on est, très généralement, il faut projeter. Parce que si j'écris au tableau, les élèves qui sont derrière n'arrivent pas à voir. Voilà. Et donc, on doit faire une projection. Si ça coïncide avec une coupure, donc difficilement on peut faire la projection. Voilà. Et aussi, il y a les micros qui dépendent aussi de l'énergie. Voilà. S'il n'y a pas d'électricité, ça veut dire que ma voix ne va pas porter. Je suis obligé de crier et je sais que si tu dois faire ça pendant beaucoup de temps, ça va, à la longue, ça peut vraiment avoir des conséquences désagréables. Certains enseignants disposent de quelques techniques pour pouvoir poursuivre les cours malgré le délestage. Maintenant, nous sommes obligés d'utiliser les téléphones, les lumières pour travailler. Ça, c'est déjà la première difficulté au laboratoire. Et dans les salles de classe, c'est pareil. Nous avons des cours jusqu'à 20h et des fois 21h. Donc déjà, à la saison où nous sommes maintenant, depuis vers les 18h déjà, il fait sombre. Donc à partir de 18h, les enfants, je parle des étudiants, et nous-mêmes les enseignants, c'est les lumières de nos téléphones que nous allumons pour regarder les tableaux et pour que les enfants puissent recopier ce que nous faisons. Et même si l'EDM pouvait nous faire un programme, qu'on sache à tel moment ou à tel moment il y a l'électricité chez nous, même s'il faut qu'on se déplace les dimanches pour venir apprendre aux enfants, c'est pourquoi nous sommes payés, ça allait nous faire plaisir. Et nous pensons que l'administration scolaire et les hautes autorités peuvent avoir une solution pour nous. C'est peut-être
mettre dans les salles de TP et dans les salles de TD les ampoules intelligentes après la coupure, où on peut avoir une indépendance d'au moins 1 heure pour pouvoir continuer. Sinon, la solution, c'est peut-être trouver des lignes directes au niveau de l'EDM, des lignes directes sur les différentes facultés, en particulier la faculté des sciences et techniques. Face à cette situation, d'autres par contre se voient arrêter les cours. C'est le cas de ce professeur de la faculté de droit public qui a connu une coupure dans la matinée de ce mercredi, alors qu'il dispensait ses cours, l'obligeant à y mettre fin. Et ceci n'est pas une première. Je vous dis souvent, ce n'est même pas la question de suspension. Quand tu viens, tu trouves qu'il n'y a pas de courant, tu es obligé d'attendre. Ou tu rentres tout simplement. Voilà. Hier, c'était le cas. Je suis arrivé, il n'y avait pas de courant. Et lorsqu'il n'y avait pas de courant, qu'est-ce que je fais? Soit je patiente, et si les étudiants ne patientent pas comme moi, on est obligé de rentrer. Voilà, parce que ce n'est pas tenable, comme je vous l'ai dit, sans électricité. Les étudiants sont ceux qui sont les plus affectés. Beaucoup d'entre eux se plaignent. Ni courant tigera, ami ñogona me anti ñogome quoi. Maître be jonye fe, on be sigi fo kofe. Parce que ni nana placité mogola, ni nana retard la drobe sigi kofe. Bete sega sigi ñofe, ñefe jama ka chan. Am mogo me classe ko nga chan mogo keme flay. Bo mogo kele manga kuma kan ta boni micro tala. Wati ba mi war sara ga bo so amena kalange bon chana amena soro courant tigera. Bon anga ja classe ko no quoi. Ni courant te doron ansi a kalange. Bon, ici dès qu'il est 16h, il y a l'obscurité dans la cour. Il y a l'insécurité, il y a l'obscurité, on n'arrive pas à travailler, il n'y a pas d'électricité. À la maison, c'est pareil. On n'arrive pas à faire nos exercices, on n'arrive pas à apprendre, on n'arrive pas à dormir. Et quand on n'arrive pas à dormir, c'est difficile de réfléchir en classe et de venir dire au maître qu'on n'a pas pu faire les exercices. C'était un mais on le camp d'hydron, ou quoi faire que ou agli toana kurantiga ko ina pour que an ko be se améliorer cokamna sono na fara ka bagi soro kana kamena kalan fene ka continuité pour que am se licence soro ka barangene ma soro na fara o fene tika sega ngene bo mado wa gale. Les doléances demeurent les mêmes pour tous les profils interrogés. Ils veulent que le problème soit très rapidement résolu. EDM toujours, cette fois-ci à Gao, suite à l'enlèvement du directeur régional intérimaire de l'énergie du Mali, l'Union nationale des travailleurs du Mali exige des sanctions disciplinaires contre l'auteur, Aminata Keïta. C'est le vendredi dernier qu'un officier militaire a enlevé le directeur régional intérimaire de l'énergie du Mali à Gao pour cause les coupures intempestives d'électricité chez lui. Le lendemain, l'Union régionale des travailleurs de Gao a tenu une rencontre à la bourse de travail de la ville. À l'issue de la réunion, le syndicat a adressé une correspondance au gouverneur de Gao pour exiger des sanctions contre les commanditaires et complices de cet acte. À défaut, il se réserve le droit d'observer une grève de 48 heures à partir de demain. Toutefois, le syndicat a suspendu son mot d'ordre de grève après une réunion avec le gouverneur de la région hier après-midi. Donc, vu toutes ces avancées, et encore l'implication de notre bureau national, parce qu'il faut aussi le dire, il faut aussi le noter, parce que ça monte jusqu'au niveau en haut, pour chercher des solutions adéquates. Donc, vu tous ces efforts fournis de part et d'autre, hier, nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre. Mais nous avons posé des conditions que nous voulons suivre l'affaire au fur et à mesure et nous souhaitons être imprégnés chaque jour des sanctions figées à ces derniers. Et nous suivons avec attention le reste des événements pour voir est-ce que tout sera fait. Ce que si nous restons sur notre position, que de tels actes ne peuvent plus se reproduire et que les actions soient figées à l'intérêt. Et nous avons même demandé à ce qu'on nous fournisse, qu'on nous remet le PV pour montrer réellement que des sanctions sont prises contre ce monsieur. Au-delà de sanctionner l'auteur, l'Union régionale des travailleurs de Gao demande également une prise en charge psychologique du directeur intérimaire en raison du traumatisme qu'il aurait subi. Une inquiétude prise aussi en compte par le gouvernorat. Nous restons dans la région. Hier, mardi 7 novembre, sur l'axe Gao-Ansongo, une attaque brutale perpétrée par des hommes armés faisant état d'un mort et 2 autres enlevés a secoué la communauté des médias dans la région de Gao. Les radios de la place ont décidé de ne pas émettre ces jours. Les détails avec Boubacar SM Maïga. Un groupe d'hommes armés a pris pour cible hier mardi un véhicule transportant des animateurs à radio qui se rendaient à Gao pour une formation. L'attaque a tragiquement coûté la vie à l'un des animateurs
et 2 autres ont été enlevés. En signe de deuil et de protestation contre cette violence, des mesures ont été prises par l'Union des radios et télévisions libres du Mali. En guise de compassion, toutes les radios de la région de Gao ont observé un silence radio, c'est-à-dire aucun signal d'une radio quelconque n'est capté dans la région de Gao ce matin. Vraiment, donc c'est des mesures que nous avons prises pour montrer notre compassion envers la famille des victimes, mais aussi alerter les uns et les autres de la situation qui prévaut en ce moment dans cette zone de la partie de notre territoire, notamment au nord du pays. Cette attaque a des implications profondes pour les professionnels des médias dans la région de Gao, déjà confrontés à des défis sécuritaires importants. La situation est très dure aujourd'hui pour les hommes des médias qui évoluent dans ces zones-là. Donc nous interpellons les autorités pour vraiment s'impliquer davantage, non seulement pour nous aider à retrouver nos confrères disparus aujourd'hui, plutôt hier dans la région de Gao, mais aussi et surtout de tout mettre en œuvre quand même pour assurer la sécurité des journalistes, pour nous permettre de travailler de façon convenable afin de pouvoir informer nos différentes populations. Les 2 animateurs enlevés sont toujours entre les mains des assaillants, même si des négociations sont en cours selon des sources proches. Cette attaque met en évidence les dangers auxquels sont confrontés les hommes des médias dans ces régions et met en lumière l'importance de la sécurité des journalistes pour garantir la diffusion libre et équitable de l'information. En Tunisie, 5 détenus condamnés pour terrorisme qui s'étaient évadés d'une prison près de Tunis il y a une semaine ont été arrêtés, a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien mardi. Djenaba Samaki. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur tunisien, des différentes unités de la Sûreté nationale, de la Garde nationale, notamment des policiers et de l'armée, ont pu arrêter 4 terroristes récemment évadés le 7 novembre à 5 h du matin précisément. Le ministère précise que les 4 étaient retranchés sur le mont Boukournine, une zone très boisée qui culmine à environ 600 mètres d'altitude et distante d'une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale. Le ministère de l'Intérieur a aussi confirmé des informations circulant sur les médias locaux et réseaux sociaux, selon lesquelles le premier terroriste dénommé Ahmed Melki a été arrêté le 5 novembre avec l'aide des citoyens du quartier État d'Amen, un quartier déshérité et densément peuplé de Tunis. À l'annonce de leur spectaculaire évasion mardi dernier de la plus grande prison de Tunisie, à Mornagia, au nord-ouest de Tunis, le ministère avait indiqué qu'il s'agissait d'individus dangereux, passibles ou déjà condamnés à des peines de prison liées à des affaires terroristes. Le président Kais Saied avait dénoncé des complicités à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie et une opération planifiée depuis des mois pour expliquer leur évasion de la prison, censée être la plus sécurisée du pays. Les directeurs de la prison et 2 directeurs généraux du ministère de l'Intérieur ont été limogés. Vendredi, la police tunisienne avait fait état d'un braquage à main armée d'une banque dans la banlieue sud de Tunis, dont les auteurs avaient été identifiés comme 2 des évadés de Mornagia, selon les expertises techniques effectuées. Les médias ont dit qu'ils étaient armés de couteaux ou d'épées et qu'ils avaient emporté environ 20 000 dinars, soit environ 3 924 459 francs CFA. Arrêté par une foule désarmée dimanche, M. Melki, surnommé le Somalien, a notamment été impliqué dans des assassinats de politiciens de l'opposition à Tunis en 2013, revendiqués par des extrémistes. La Russie a émis ce mercredi un mandat de recherche visant un juge de la Cour pénale internationale sans pour autant préciser le motif. Le récit avec Soumaïla Fani. Recherché dans le cadre d'une enquête pénale, le juge de la Cour pénale internationale, le costaricien Sergio Geraldo Ugaldo Godinez, vient d'être mis sous mandat de recherche par la Russie, a indiqué son ministère de l'Intérieur dans sa base de données des personnes recherchées. Il sera donc ajouté sur sa liste des personnes recherchées. Dès le mois de mai, Moscou avait mis le procureur de la CPI Karim Khan sur cette liste. Pour rappel, la CPI a émis le 17 mars dernier un mandat d'arrêt visant le président russe Vladimir Poutine pour son rôle dans la déportation d'enfants en Ukraine. Avec lui, la commissaire russe à l'enfance, Maria Vova-Belova, est aussi visée.
des accusations fermement rejetées par Moscou. Bien que la Russie ne soit pas membre de la CPI, Vladimir Poutine est en conséquence gêné dans ses déplacements internationaux par cette menace d'arrestation, car cette décision de la CPI donne l'obligation aux 123 États partis au statut de la Cour d'arrêter le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant s'ils se trouvent sur leur territoire. Les États qui ne sont pas membres de la CPI ont quant à eux un document à leur disposition qui leur permet d'en faire de même s'ils le souhaitent. Ainsi, le dirigeant russe n'est pas allé au sommet des BRICS en Afrique du Sud en août dernier, ni au sommet du G20 en Inde en septembre. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité.